Bonjour, donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la revue d'actions que j'ai appelée liste B. Pour la majorité, ce sont des actions que je ne possède pas, que j'ai éventuellement possédées, que j'ai revendues et que je suis susceptible d'acheter. Donc le principe de la vidéo, donc il y a un peu plus d'une douzaine d'actions, c'est de regarder d'abord des éléments liés aux chiffres, hein, donc on va dire des données fondamentales. Ensuite, une analyse associée aux droites de régression et ensuite une analyse plutôt graphique avec, pour moi, la détermination de points d'entrée. Alors, avant chacune des entreprises, je présente son logo. Donc, si vous souhaitez passer d'une entreprise à une autre, vous pouvez le faire tout simplement en identifiant les logos des entreprises. Voilà, on va démarrer donc par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la société Alstom qui fait partie du CAC 40. Alstom, si on regarde les fondamentaux, alors qu'est-ce que je vais regarder sur les fondamentaux? Je vais d'abord regarder le revenu, total du revenu. On est à 16 milliards. Alors, LFY, c'est last fiscal year, c'est-à-dire l'année précédente complète. Et TTM, en fait, c'est donc en mois glissant, en fait en trimestre glissant. Vous avez tout en bas, en fait, le dernier update, par exemple ici, ça date les données datent du 2 juin 2023. Donc on va regarder le revenu, donc 16 milliards, l'EBITDA, 1 milliard, hein, donc un EBITDA positif. Ce qu'on va regarder également, donc, c'est l'efficacité de gestion, donc le return on equity moyenne, donc qui est négatif. Donc c'est pas un point positif pour moi. Ensuite, on va aller regarder donc les marges. Alors, on a une marge opérationnelle qui est négative, légèrement négative, moins 0,48%, et une profitabilité qui est pour l'instant négative. Alors, néanmoins, ce qui est positif, c'est la génération de cash flow, 134 millions d'euros. Et on va comparer notamment avec le taux d'endettement. Alors, si on regarde le cash flow par rapport au taux d'endettement, donc on voit que la société a du mal à générer du cash flow par rapport à son taux d'endettement qui est quand même relativement élevé vis-à-vis du cash flow. Ensuite, j'ai regardé le price earning, donc on est à 92, ce qui est quand même relativement élevé. Euh, ensuite, alors effectivement, pour les gens qui recherchent du dividende, donc on a une société qui verse du dividende, donc ça c'est plutôt positif. Et puis on va regarder les taux de croissance en fait annuels. Alors un revenu en hausse sur les 5 dernières années de l'ordre de 17%, donc on peut dire que Alstom est en phase de redressement, avec également une hausse du bénéfice net par action. Et puis si on regarde tout en bas, on va regarder l'évolution en fait des différents indicateurs. On voit par exemple l'EBITDA est en croissance, la dette également dans à peu près la même mesure. Alors moi, à titre personnel, pourquoi j'ai pas acheté Alstom? Bon, ça me dérange un petit peu en fait, notamment une dette qui est assez importante vis-à-vis de la génération du cash flow. Donc si c'est pas une entreprise qui est capable d'augmenter ses cash flows, il y a quand même une difficulté à rembourser la dette. Alors si on regarde maintenant Alstom côté droite de régression, donc l'avantage de la droite de régression, c'est une vision un peu plus long terme. Donc là, on a à peu près une quinzaine d'années, depuis l'année 2000, les années 2005 jusqu'à 2023. On a une valeur théorique de 27 euros pour un cours actuel de 26 euros. Donc on est légèrement en dessous de sa droite de sa valeur théorique. On a une pente qui est légèrement négative.
C'est une activité qui est plutôt cyclique, hein. On voit par exemple entre les années 2011 et 2018, on a évolué de manière constante à peu près à moins 1 sigma. Et puis depuis l'année 2018, donc on connaît une belle progression jusque les années 2000, fin année 2020. Et puis depuis 2020, on est plutôt en baisse jusqu'au milieu de l'année 2022 et on peut voir actuellement un redressement. Donc ce qui pourrait être intéressant, quand on regarde de manière un petit peu détachée ce graphique, l'idée c'est de rentrer éventuellement autour des moins 1 sigma et de revendre en fait quand l'action sera plutôt autour des plus 1 sigma. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus détaillée l'action, donc alors, pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, les zones en violet, ça correspond plutôt à des supports et des résistances mensuelles, en bleu hebdomadaire et en jaune plutôt quotidien. Donc là, si on se focalise par exemple sur l'année 2023, on a vu qu'on a touché à plusieurs reprises euh, une, euh, une résistance qui se situe autour des 28 euros. Et voilà, on l'a touché à 3 reprises. Et puis on a également touché le support autour des 21 euros à une reprise. Donc là, on voit que l'action évolue quand même dans ce range entre 21 et 28 euros. Avec à l'intérieur du range, on peut voir en fait en jaune des zones sur lesquelles on peut matérialiser des supports et des résistances. Donc moi, ma stratégie sur Alstom, ce serait de rentrer plutôt autour des 20-21 euros si elle y retourne, et en vue d'alléger plutôt autour des 28. On va passer maintenant à Piscine des Joyaux. Alors, en termes de chiffres, Piscine des Joyaux, on est plutôt sur de la PME, 160 millions d'euros. Donc c'est au niveau du tableau, on va regarder au niveau du compte de résultat à gauche. Et puis on va regarder l'EBITDA à 34 millions d'euros, donc ça c'est plutôt positif, c'est à peu près 20% d'EBITDA. Euh, sur le return on equity, on est à 20%, donc il y a un bon emploi des capitaux. Ensuite, si on regarde les marge opérationnelle de 17%, donc avec une profitabilité nette de 13%, donc c'est plutôt une société bien gérée, on va dire. La génération du free cash flow de l'ordre de 5 millions, donc elle peut être relativement faible par rapport au total du revenu. Donc on voit que c'est quand même pas une activité à très très forte marge et à forte génération de cash flow. Et puis si on regarde l'endettement, c'est une société qui n'a pas d'endettement. Donc ça c'est plutôt positif. On a un PE qui est très bas, de l'ordre de 5. Vous savez que moi généralement je regarde un PE plutôt de l'ordre de 15. Donc quand on regarde un petit peu les ratios de cette entreprise, donc on peut se dire que potentiellement les chiffres sont bons, ça pourrait être un bon moment pour entrer. Si on regarde maintenant le taux de croissance de l'entreprise, alors peut-être avant, oui, le payout ratio 43%, donc c'est ce qui est plutôt un bon payout ratio. Si on regarde le taux de croissance composé, donc on peut voir que le revenu est en croissance, à part l'an dernier où il a légèrement baissé, mais globalement sur 3 ans ou 5 ans, il est en croissance. Par contre, le bénéfice net par action, donc qui a chuté sur l'année dernière, lui était aussi en croissance de l'ordre de 30% sur les 3 ou 5 ans. La même chose pour le dividende. Et la dette croît moins fort en fait que le bénéfice net par action, donc ce qui est plutôt positif. Si on regarde côté graphique, donc on a quand même une droite de régression qui est en croissance, donc ça c'est plutôt positif. On a de la volatilité autour de des joyaux, donc ça peut monter à plus de sigma et descendre autour de moins 1 sigma. La valeur théorique est à 21 euros, la valeur actuelle à 12,50, donc on peut estimer qu'on a actuellement un bon point d'entrée. Bon, après, faut prendre en compte aussi le contexte actuel où il y a potentiellement des restrictions sur l'utilisation de l'eau.
et pourquoi pas peut-être aussi sur les conditions d'utilisation ou de construction des piscines. Alors je sais qu'il y a certains départements, par exemple dans le Var, où il peut y avoir des difficultés à la fois sur la partie construction, y compris les constructions de piscines, et également des restrictions fortes avec une interdiction, par exemple, d'arrosage et d'emplissage des piscines. Bon, ça peut influencer. Alors maintenant, ça peut être aussi une opportunité de se dire que c'est temporaire. Donc on achète autour des 12,50 € pour aller chercher éventuellement, alors dans un premier temps, la valeur théorique à 21 €. Dans un deuxième temps, un ou deux écarts types. Si on regarde un peu plus dans le détail, notamment depuis la fin de l'année dernière, donc je vous ai mis un couloir, on est dans un couloir de baisse avec une corrélation assez forte, 0,95. On n'est pas très loin de la cible, hein, on est à 12,50 aujourd'hui. Ma cible serait autour des 10 €, on va dire, globalement. Peut-être que je rentrerai sur Piscine des Joyaux, une faible position à titre purement spéculatif, rentrer à 10, et puis viser dans un premier temps donc la valeur théorique qui se situe autour des 21 €, qui est à peu près au milieu de ce range, hein, 10,32, avec peut-être alléger une demi-position autour des 20 €, et puis toute la position lorsqu'on retournera au plus haut historique. On va passer maintenant à Verallia. Alors, Verallia, très belle entreprise qui était mise en cotation assez récemment. Je crois que c'est une spin-off de Saint-Gobain. Je suis pas sûr. Donc le revenu 3 milliards, donc une belle capitalisation, un EBITDA à 900 millions, qui est à peu près un tiers de son revenu, donc ça c'est plutôt positif. Si on regarde donc le return on equity, on est à 39%, ça c'est excellent. De belles marges, une marge opérationnelle de 15%, une marge nette de l'ordre de 10%, donc on est plutôt bien. La génération d'un free cash flow de 109 millions d'euros pour un endettement à 1,4 million, donc qui est par rapport à l'activité industrielle de cette société qui est tout à fait correcte. Si on regarde donc au niveau du price earning ratio qui est tout en haut, colonne du milieu, on est à 9,46, hein, ce qui est plutôt bien. Un payout ratio de 48%, donc on est très très bien. Et puis si on regarde les taux de croissance annuelle composés, donc on voit que on est dans le vert, on a une croissance à tous les niveaux. Donc c'est plutôt une entreprise saine, bien gérée, dans laquelle ça peut être intéressant d'investir. Alors, si on regarde la droite de régression qui n'a pas beaucoup de sens puisqu'on n'a pas beaucoup de données, on a à peu près 3 ans de données. Néanmoins, on peut quand même regarder une valeur théorique autour des 30 €, un cours actuel autour des 33, donc on est un petit peu au-dessus, avec une belle fluctuation des cours qui va quasiment de plus 2 sigma à moins 2 sigma. Donc on peut en profiter par exemple pour rentrer lorsqu'on sera plutôt à moins 2 sigma, donc de l'ordre des 22 € si on est très pessimiste, moins 1 sigma, donc 26,50 si on est un peu plus optimiste, pour revendre soit sur la valeur théorique, 30 €, ou sur plus 1 ou plus 2 sigma qui se situe à 35 et 39 €. Si on regarde de manière un peu plus détaillée, on voit que de juillet 2022 globalement au mois de mars-avril 2023, pareil, on évoluait dans un canal ascendant que j'ai représenté ici, donc sous la forme du canal avec le coefficient de corrélation 0,96, donc on était quand même bien dans ce canal. On l'a quitté autour de fin avril, donc ce canal, donc on est actuellement plutôt sur une base descendante. Et puis je vous ai mis donc des supports et des résistances qu'on peut voir apparaître. Donc un support majeur tout en bas autour des 20 €, une résistance tout en haut autour des 40 € qu'on a atteint 2 fois. Et puis entre les deux, on voit des supports et des résistances donc hebdomadaires en bleu et en jaune plutôt quotidien.
Alors, moi, ma stratégie sur Veralia, donc c'est une action que j'avais possédée, sur laquelle j'ai fait des allers-retours. J'avais vendu en fait par crainte de la hausse des coûts de l'énergie. Donc mal m'en a pris puisque l'action a continué à monter. Là, elle est en phase de correction, donc j'attendrai au moins un retour vers autour des 28 euros avant éventuellement de prendre une première ligne, mais idéalement plutôt sur les zones basses, c'est-à-dire entre 20 et 22 euros. On continue avec Engie. Alors Engie au niveau des chiffres, hein, donc un revenu de 93 milliards, donc on est vraiment sur une très grosse capitalisation. Un EBITDA de 8 milliards, donc à peu près 8-9% du revenu. Et puis si on regarde, donc c'est une entreprise donc par contre qui a un revenu avant imposition négatif, moins 1,87 milliard, et dans l'efficacité de gestion, un ROE qui est négatif. Donc ça, c'est pas très bon. On voit que le free cash flow, en tout cas sur les 12 derniers mois, est négatif, moins 458 millions d'euros, avec une dette de 22 milliards. Donc il y a quand même un risque en fait sur le groupe Engie, à la fois sur sa difficulté à générer un free cash flow positif, un niveau d'endettement qui est relativement élevé. On a un price earning actuellement de 50, ce qui est également pour moi un point négatif. Euh, alors, si on regarde maintenant le taux de croissance annuel composé, donc on voit que sur 3 et 5 ans, on a quand même des taux de croissance du revenu qui sont plutôt positifs. Par contre, au niveau rentabilité, c'est pas encore ça, avec une dette qui continue à croître, mais beaucoup moins fortement que le revenu. Donc c'est quand même un point positif. Alors si on regarde maintenant la droite de régression, le coefficient donc est négatif. Donc c'est-à-dire que si j'avais investi en 2005 dans l'action Engie, eh bien j'aurais très certainement perdu de l'argent. Ou au moins peut-être à l'équilibre si je prends en compte les dividendes versés. Alors, si on regarde la valeur théorique actuellement est à 7,77 € pour un cours actuellement à 14 euros. Bon, même si on va dire depuis à peu près l'année 2017, on est à peu près flat au niveau du cours. Toujours est-il que pour moi, Engie n'est pas à mettre dans un portefeuille sur le très long terme. Si on regarde au niveau graphique, donc on a pas mal de zones graphiques. Donc une zone basse qui se situe autour des 9 euros, une zone haute autour des 18 euros, et puis on va retrouver à l'intérieur deux zones remarquables, une zone autour des 15 euros et une zone autour des 17 euros. Alors je vous ai mis des ellipses en fait, notamment autour des 15 euros. On a tapé plusieurs fois les 15 euros, donc ils ont représenté donc des résistances à plusieurs fois. Alors, c'est un graphique au niveau hebdomadaire, donc entre 2016 et 2017, autour de 2018, également en 2020, puis il y a eu une très forte chute, donc début 2020, donc on connaît la raison. On est allé taper des plus bas autour des 9 euros, puis l'action a progressé. Alors, je vous ai mis à partir de l'année 2022, donc un canal ascendant en fait, de 2022 à aujourd'hui avec, on a vu dans ce canal ascendant, on est venu toucher une résistance autour des 15 euros. Donc sur le graphique, c'est la partie droite, début 2023, et donc le cours évolue en fait au sein de ce canal. Voilà, donc si je voulais jouer le canal, je dirais, j'essaierais de rentrer plutôt sur les zones basses du canal pour essayer de revendre plutôt autour de cette résistance des 15 euros. Maintenant, idéalement, il faudrait attendre une chute un peu plus forte des cours pour aller les rechercher, au moins dans un premier temps, autour des 11 euros, et puis pourquoi pas les 9 euros. Moi, à titre personnel, je suis purement en spéculation sur Engie, mais j'attends vraiment de toucher des plus bas en fait pour rentrer sur ce cours.
Passe au Crédit Agricole, bancaire. Alors là, les ratios ne veulent pas dire grand-chose, hein, on est sur plutôt du bancaire. J'avais fait une vidéo donc sur les trois bancaires, donc je vais passer assez rapidement sur ces données. Si on regarde la droite de régression, on a un coefficient qui est négatif. Alors, ce sont les données hors dividende, hein. Donc si on inclut le dividende, peut-être qu'on aura une allure de courbe peut-être un peu moins négative, mais toujours est-il que l'investissement, pour moi, l'investissement long terme dans le Crédit Agricole ne me paraît pas évident. Donc une valeur théorique à 7,83 €, on est actuellement à 10,83 €, donc on est plutôt entre la valeur théorique et plus un sigma. On voit que l'action fluctue pas mal, hein, forcément, elle est très exposée on va dire, aux conditions financières, notamment les taux directeurs des banques centrales européennes ou américaines. Idéalement, bah, ce serait d'aller la chercher plutôt autour des, alors, je ne vais pas dire moins un sigma parce qu'on se retrouverait à 2 €, mais au moins en dessous de la valeur théorique pour essayer de la revendre au niveau des plus un sigma. Donc, ce qui nous donne en analyse technique, donc on a des plus bas qui ont été faits vers enfin, entre 2020 et 2021, donc deux fois autour des entre 6 et 6,50 €. Et puis on a touché des plus hauts autour des 13,70-80 €. Donc je vous ai mis en haut et en bas en fait sous forme d'ellipse. Euh, donc on a touché deux fois les plus bas et trois fois les plus hauts. Et puis à l'intérieur de ce grand range, on a des zones qui sont intéressantes. C'est la zone autour des 8 € et la zone autour des 12 €. Donc cette fois-ci, ce sont les ellipses vertes. On voit qu'on a touché deux fois en fait la zone des 8 €. Donc c'était autour de juin et septembre-octobre 2022. Et on a touché les plus hauts autour des 12 € début 2023 et puis également ici dernièrement plutôt sur le début du mois de juin. Donc là, on a actuellement une petite baisse du cours. Alors moi, ma stratégie, ce serait éventuellement de rentrer si on va toucher à nouveau donc les cours autour des 8 €, voilà, pour faire un aller-retour et revendre lorsqu'on va repartir autour des 12 €. Ça peut faire potentiellement 50%. Vous voyez, 50%, elle l'a fait si vous regardez entre globalement octobre 2022 et janvier-février 2023, c'est-à-dire en 3-4 mois, on est passé de 8 à 12, donc on peut faire 50% de progression. Donc pour moi, c'est vraiment un titre intéressant à travailler en termes de spéculation. On va passer maintenant à Colas. Alors Colas, donc 15 milliards de revenus, un EBITDA de 850 millions d'euros, donc on voit que c'est une activité plutôt à faible rentabilité, avec un return on equity qui est en dessous de 10, qui est à 9,83. Si on va regarder maintenant du côté des marges, donc on voit qu'effectivement donc les marges sont faibles, 3%, et une rentabilité nette de 1,62. Donc en fonction du contexte économique, c'est une société qui peut aller rapidement dans le rouge. Un free cash flow négatif, c'est moins 183 millions. Par contre, on a une dette qui est un petit peu en dessous du milliard, c'est quand même une dette qui est pas très importante. Donc ça, c'est un point relativement positif. Alors maintenant, la société a un free cash flow négatif, ce qui est pour moi, à mes yeux, rédhibitoire en termes d'investissement. Alors maintenant, si on regarde côté price earning, on est à 22, donc ça me paraît un petit peu élevé. On a un payout ratio de 80% qui me paraît également un petit peu élevé. Si on regarde maintenant la colonne de droite avec les taux de croissance annuels composés, donc on va voir en fait un revenu par contre qui est quand même en croissance, ça c'est bien, sur 3 ans et 5 ans de l'ordre de 5%, avec un bénéfice net par action, c'est le PS earning per share, en croissance de l'ordre de 5%, notamment sur 3 ans, légèrement décroissant sur 5 ans.
le dividende en légère croissance et puis donc par contre une dette aussi qui est en forte croissance de 42% sur 5 ans. Donc c'est un chiffre qui est pas positif pour ce coup. La droite de régression donne donc une pente qui est à peu près stable, en légère croissance, une valeur théorique de 146 euros, donc on est en dessous, 118 euros. Alors, l'analyse fondamentale peut expliquer donc la faiblesse des cours actuels. Tant que la société n'arrive pas, on va dire, à améliorer ses ratios, je pense qu'elle va rester un petit moment en fait dans ces eaux-là, entre moins 1 sigma et la valeur théorique. Moins 1 sigma est à 94, la valeur théorique à 146. Voilà, on est à peu près, on évolue entre les deux depuis quand même quelques années, à peu près 2 ans. Alors maintenant, si on regarde un peu plus au niveau graphique, donc à nouveau, on identifie des zones, une zone autour des 100 euros qui serait un support assez intéressant. On l'a touché à 2 reprises en 2020, dans le courant de l'année 2020. On a tout en haut donc une résistance autour des 150 euros qu'on a touché en 2019. Hein, ce sont les ellipses en rouge. Et puis à l'intérieur de ce range, on peut voir qu'on a un autre range qui se dessine globalement entre 110 et 135 euros. Donc ce sont les ellipses vertes. On a touché 2 fois autour du mois de juillet et puis plutôt en fin d'année 2022. Donc cette zone des 135 euros. Pour redescendre, et on a tapé à peu près 2 fois donc en août 2022 et puis en juin 2023, donc la zone des 110. Donc pour moi, la zone des 110, ça pourrait être une zone sur laquelle on pourrait rentrer si on veut jouer le range. 110 et revendre à 135. Bon, ça fait un delta de l'ordre de 20%. Alors peut-être que c'est pas forcément le titre à considérer si on veut faire des allers-retours. Imeris, Imeris j'en avais. Je suis sorti d'Imeris avec un petit peu de perte. Alors si on regarde le revenu, donc on est à 4 milliards. On a donc un EBITDA de 700 millions, donc ça c'est plutôt positif. Si on regarde au niveau du ROE, on voit que c'est un ROE faible. Alors ça peut être aussi lié à l'activité d'Imeris, qui est notamment une activité autour des mines et puis du raffinage, hein, tout ce qui est pas matière première, mais matériaux non ferreux, par exemple, tout ce qui est raffinage, etc. Si on regarde donc au niveau du PE, on a un PE qui est en dessous de 15, hein, 12. Et puis on a également un payout ratio, par contre lui, qui est de l'ordre de 80%, donc il paraît un petit peu fort. Le point positif par rapport à un payout ratio important, bah, c'est que la société consacre la majeure partie, on va dire, de ses bénéfices à la distribution de dividendes. Donc pour les gens qui sont à la recherche de dividendes, si on est sur des coûts relativement bas sur Imeris, ça peut être une belle opportunité de rentrer sur cette société. On a un free cash flow négatif, donc ça c'est pas, en l'occurrence, c'est pas positif, c'est pas bon signe, avec une dette qui représente à peu près un tiers du revenu. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Une marge opérationnelle donc de l'ordre de 7%, une profitabilité nette de l'ordre de 4%, ce qui est compréhensible étant donné le secteur d'activité de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les taux de croissance pour le long terme. Donc on peut voir que les taux de croissance du revenu, c'est la colonne de droite, sur 3 ans et 5 ans, on est plutôt flat. Au niveau du dividende, on est en légère baisse sur 3 ans, donc ça c'est pas très positif. Par contre, la dette a tendance à baisser. Donc une société quand même qui a quand même néanmoins sur un moyen terme une capacité à rembourser sa dette.
Alors si on regarde sur la droite de régression, donc on a une pente légèrement positive, ça c'est plutôt bien. Donc si on y ajoute la distribution de dividendes, on a je pense une bonne association. Ce qui m'intéresse lorsque je vois un graphique tel que celui-ci, c'est qu'on voit on a une belle variabilité du cours. Donc ça veut dire qu'on peut profiter lorsqu'on est entre -1 et -2 sigma pour acheter l'action et la revendre lorsqu'on sera à +1, plus 2 sigma. Par contre, elle est très cyclique, ça veut dire qu'il faut être relativement patient, hein, puisque un cycle, si on prend le cycle par exemple qui a démarré tout au début en 2002, il s'achève autour de 2007, donc on est sur un cycle de 5 ans. Ensuite, on a une baisse et le cycle reprend autour de 2009 jusqu'à 2018, donc 9 ans de hausse. Ensuite, on a à nouveau une baisse et puis on a recommencé peut-être un cycle de hausse autour des années 2020. Donc si je rajoute 9 ans, ça veut dire en 2029, on pourrait retrouver le haut du cycle autour des 75. Donc une stratégie, mais alors là sur le long terme, de l'ordre de 5 à 10 ans, ce serait d'acheter lorsqu'on est autour des -2 sigma. Donc c'est un cours relativement bas, on va dire entre 22 et 30 euros. Et puis garder sur un cycle complet lors d'une dizaine d'années pour revendre entre +1 et +2 sigma, c'est entre 66 et 80 euros. La valeur théorique aujourd'hui est à 51 euros, on est largement en dessous, avec un cours à 33,86 euros. Si on regarde maintenant un peu plus en détail, donc on voit que l'action sur les 18 derniers mois donc s'est heurtée en fait à une résistance autour des 40-42 euros. Donc c'est les ellipses en rouge. On a tapé 3 fois en fait cette résistance. Et puis ensuite, il y a eu des pullbacks. Alors une zone notable, c'est autour des 28 euros. On est allé toucher les 28 euros au mois de juillet, au mois de septembre 2022. L'action s'est bien redressée, donc avec une hausse en novembre 2022 pour toucher donc les plus hauts à 42. Et ensuite, on a évolué dans un range compris entre globalement 36 et 42 euros. Et puis dernièrement, donc notamment au mois de mai 2023, on est sorti du range, on a réussi à le réintégrer. Alors ensuite, j'imagine, c'était la distribution du dividende qui s'est fait sur le courant du mois de mai 2023. Et là, depuis, l'action a du mal en fait à retourner dans ce range 36-42. On voit elle a touché en fait. Alors là, c'est si vous regardez plutôt le graphique plutôt sur la droite. Donc ici au mois de juin, on a touché les 36. Donc ce bas de range est devenu en fait une résistance. Et on voit actuellement le cours en train de corriger. Donc pour moi, un bon point d'entrée serait d'attendre éventuellement une correction un peu plus forte et un retour autour des 28 euros. Pour jouer en fait le range 28-36 euros. Ce qui donnerait un potentiel de hausse de l'ordre de 30-35%, ce qui me paraît pas mal en fait, en termes de spéculation. On passe maintenant à M6. Alors M6, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,35 milliard d'euros pour un EBITDA de 400 millions d'euros, donc un très bon ratio, à peu près 30% du revenu en EBITDA, avec un ROE par contre qui est pas extraordinaire, de l'ordre de 13,71. Si on regarde maintenant côté santé financière, donc un payout ratio qui est assez important, 78%. Donc pour les personnes qui sont à la recherche de la distribution de dividendes, ça c'est plutôt positif. Par contre, si elle distribue beaucoup de dividendes par rapport effectivement à l'argent qu'elle gagne, ça veut dire qu'il y a relativement peu d'investissement.
Un free cash flow positif, 87 millions. Et puis si on regarde donc des marges qui sont très bonnes, une marge opérationnelle à 22%, une marge nette à 12%. Donc pas de dette, donc ça c'est également très positif. Donc voilà, donc c'est en termes d'investisseurs qui recherchent du dividende, c'est une bonne action, on va dire. Taux de croissance annuel composé, donc là on est dans la colonne de droite. Donc le revenu est relativement flat sur les 3 et 5 dernières années. Alors c'est ce qui peut poser problème sur un investissement à très long terme, hein. On ne peut pas s'attendre à une croissance du revenu. Donc forcément, si le revenu plafonne, les marges vont également plafonner. Et puis bon, la dette est contenue, on l'a vu, une capacité à rembourser les dettes éventuelles. Si on regarde au niveau de la droite de régression, on a un coefficient négatif. Ça, c'est pas très bon. Et puis on voit quand même que l'action fluctue globalement entre moins 1 sigma et plus 1 sigma. Donc déjà, moi, quand je vois ce type de courbe, je me dis, idéalement, ce serait de l'acheter lorsque le cours est autour des moins 1 sigma et de revendre lorsqu'on sera à plus 1 sigma. La valeur théorique du cours est à 12,68, un cours actuellement à 13,15 €, donc on n'est pas très loin de la valeur théorique. Voilà, donc idéalement de l'acheter plutôt dans la zone moins 1 sigma et la revendre autour des plus 1 sigma. Par contre, ce qui est positif, vous voyez, c'est quand vous regardez sur les 20 dernières années, elle oscille énormément autour de sa valeur théorique. Donc ça, c'est en termes d'approche spéculative, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous réussissez à l'acheter en dessous de la valeur théorique, comme elle est capable, on va dire, sur un laps de temps relativement court de repasser au-dessus, bah, ça veut dire que statistiquement, vous avez des chances de faire des belles plus-values en fait sur le titre si vous êtes rentré sur des cours relativement bas. Alors justement, donc on va essayer d'identifier des ranges. Donc globalement, on voit un range au plus bas autour des 9 €, au plus haut autour des 24 €. Donc je vous ai représenté les ellipses rouges. En fait, à gauche, vous voyez, on a touché en 2018 les 24 €. Et puis en 2020, courant de l'année, on a touché les plus bas en fait autour des 9 € sur le courant de l'année 2020. Également, alors pas tout à fait les 9 €, plutôt les 10 € sur la fin de l'année 2022. Donc depuis globalement l'année 2021, donc l'année 2021 à aujourd'hui, on évolue dans un range qui se situe entre 9 € et 20 €. Ce sont les ellipses vertes, hein. Donc vous voyez qu'on a touché plusieurs fois, 4 fois, autour des 19 €. Donc ce qui pourrait représenter donc une résistance. Et puis on est allé quasiment à 10 €, autour des 10 €. Donc moi, ma stratégie de spéculation, ce serait de rentrer peut-être légèrement au-dessus des 10 € pour ensuite revendre sur un retour dans la zone des 18-20 €. Donc 10 €, 20 €, vous voyez, il y a 100% de possibilité de plus-value. Alors après, j'ai pas dit qu'elle va retourner autour des 10 €, mais en tout cas, si elle retourne autour des 10 €, moi, sinon, c'est une action que j'achèterai vraiment sans problème. De toute façon, si elle s'effondre, on aura toujours le dividende. On passe maintenant à l'action Mersenne. Alors, Mersenne, au niveau du revenu, donc c'est 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, donc on est plutôt sur de la mid-cap, avec un EBITDA de 200 millions, donc 20%, un ROE de l'ordre de 10%, donc la rentabilité des return on equity, donc autour des 10%, c'est pas extraordinaire. On va regarder maintenant le price earning, il est à 12, donc on est en dessous de 15. On a un payout ratio correct, 40%. Ensuite, un free cash flow qui est négatif. Alors ça, pour moi, c'est pas très bon. Une dette de l'ordre de 300 millions d'euros, bon, qui est tout à fait soutenable.
Et puis si on regarde les marges sont quand même relativement faibles puisqu'on a une marge opérationnelle de l'ordre de 10%, une marge nette de l'ordre de 6%. Donc une société qui peut être quand même rapidement en difficulté financière si le contexte économique ne lui est pas favorable. Au niveau des taux de croissance, donc on voit que le revenu est en légère croissance de l'ordre de 5%. Également, le bénéfice par action, earning per share, donc c'est la colonne de droite EPS, en croissance un petit peu plus forte, de l'ordre de 6 à 15% donc sur les 5 dernières années, ça c'est plutôt bien. Et puis une dette qui croît relativement fortement aussi, puisqu'on est en croissance de la dette de l'ordre de 12%. Alors maintenant, si on regarde au niveau graphique, donc c'est également un graphique intéressant. Donc on a une pente qui est positive, donc une société en légère croissance sur le long terme, donc une valeur théorique autour des 30 euros, 29,71. On est actuellement à 40 euros, donc on est plutôt entre plus 1 plus 2 sigma. Et on voit quand même que l'action fluctue bien entre plus de sigma et moins de sigma sur, on va dire, sur les 10 dernières années. Donc pour moi, c'est plutôt une approche spéculative. J'attendrai un retour au moins à moins 1 sigma, c'est-à-dire autour des 22 euros, voire même un petit peu moins, puisqu'elle a touché à plusieurs reprises en 2016 et en 2020, elle a touché les moins 2 sigma. Pourrait ensuite revendre soit sur la valeur théorique les 30 euros. Donc si j'achète à globalement on va dire allez, à moins 1 sigma autour des 20 euros pour revendre à 30, ça peut faire une belle plus-value de 50%. Et puis si on attend un retour sur la zone un petit peu plus haute dans laquelle elle est actuellement, entre plus 1 et plus de sigma, ça peut faire des plus-values beaucoup plus intéressantes. Alors maintenant si on regarde un peu plus dans les détails, donc le cours évolue globalement depuis toutes ces années entre donc un range très important entre 12 et 45 euros. Alors c'est ce que je vous ai représenté sous forme d'ellipse plutôt rouge. Et puis un peu plus récemment, on voit que l'action évolue dans différents ranges. Alors en vert, donc je vous ai mis en fait le range de l'ordre de 22 euros à 40 euros qu'on a touché à plusieurs reprises. Donc en 2017, en 2018 pour les plus hauts, ensuite le plus bas en 2019, également en 2021 pour les plus bas, et puis les plus hauts ont été touchés au début de l'année 2023, autour des 45 euros. On a corrigé ensuite, alors là c'est plutôt sur le graphique à droite, on voit qu'on a quand même des zones, vous voyez, autour des 35 euros qui peuvent représenter un support. Donc si le cours de l'action, donc c'est du weekly, sort en fait de sa résistance actuelle autour des 40 euros, on irait plutôt la chercher un peu en dessous des 36, plutôt autour des 35. Et si on franchit à la baisse donc cette zone, on irait plutôt rechercher l'action autour des un petit peu en dessous des 28 euros. Moi, à titre personnel, je suis pas acheteur en fait sur Mersenne, sauf si on retournerait au plus bas historique, c'est-à-dire la zone des 12 euros. Alors, ça peut paraître compliqué de retourner 12 euros, mais bon, elle l'a fait, hein. Entre 2016 et 2018, elle a bien grimpé. Alors, elle était peut-être pas forcément assez plus haut, mais elle était autour des 40 euros. Et puis, en l'espace de 2 ans, elle est retournée en fait sur les 12 euros. Donc elle a quand même des capacités à fortement chuter, fortement grimper. Ce qui est pour moi une caractéristique intéressante, notamment en termes de spéculation. On passe maintenant à S2I, société informatique. Alors là, j'ai pas eu d'informations en fait sur DeGiro, donc je vais aller chercher euh, les informations ailleurs. Donc si on regarde le chiffre d'affaires, donc 2023, on est autour d'1 milliard, 132 millions d'EBITDA, donc on est à peu près à 13% d'EBITDA, ce qui est plutôt bien en fait. Si on regarde
Donc le résultat net qui est positif à 80 millions d'euros, un free cash flow qui est positif à 50 millions d'euros, donc ça c'est plutôt bien. Et puis on a également donc une distribution de dividendes de l'ordre de 0,43 euros de dividendes par action. Si on regarde à droite, donc on a un PER estimé à 2023 autour de 15, donc je pense que compte tenu des éléments qu'on a, on a une action qui est correctement valorisée, avec un PR de 15. Et puis si on regarde le potentiel de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, on est de l'ordre de 10-15% de croissance sur les 2 prochaines années. Donc a priori, je dirais plutôt un avis favorable sur l'entreprise avec un cours qui serait à peu près à son prix actuel. Si on regarde effectivement l'évolution de la pente, on voit que la pente est positive. Donc une valeur théorique autour des 30 euros, on a un cours actuellement autour des 55 euros, donc on est plutôt dans une zone haute, on est entre plus 1 et plus 2 sigma, mais bon, ça ne me surprend pas. Toutes les valeurs technologiques, notamment sociétés de services, sont plutôt très bien valorisées actuellement. Donc on est plutôt autour des plus 2 sigma. Alors si on regarde maintenant au niveau graphique, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, donc un cours qui a végété globalement entre les années 2016 et dès 2021, puis ensuite, et depuis, on va dire, le, le début de l'année 2020, on est dans un canal ascendant avec une belle pente là. C'est ce que je vous ai représenté sur le canal. Coefficient de corrélation de 0,94, donc on est vraiment, on est bien dans le canal. Voilà, donc si on est dans une démarche un peu spéculative, on attendrait donc le bas du canal autour des 48 euros pour viser les 62 euros. Voilà, tant qu'on reste dans le canal, en fait, pour ceux qui sont investis dans l'action S2I depuis 2-3 ans, eh bien, ça peut être intéressant de rester dans le canal, mais par contre de surveiller notamment la sortie de canal par le bas, ce qui signifierait peut-être une consolidation sur l'entreprise. On continue avec Technip Energy. Au niveau des chiffres, donc un revenu de 5 milliards. On a un EBITDA à peu près de 8%, 460 millions d'euros. Alors au niveau du ROE, donc de l'ordre de 20%, donc c'est plutôt bien. On voit que c'est une société qui emploie très bien ses capitaux, qui a un taux de marge par contre qui n'est pas extraordinaire. On a une marge opérationnelle de 9%, on a une marge nette de 5%. On voit un free cash flow qui est négatif, moins 200 millions d'euros, avec une dette négative, donc une société qui n'est pas du tout endettée, un price earning qui est à 11, donc c'est plutôt bien, on est en dessous des 15. Et puis au niveau des taux de croissance annuels composés, donc on a une croissance du revenu qui est relativement flat. Par contre, une amélioration de la rentabilité puisqu'on a la croissance sur le bénéfice net par action, earning per share, qui est de l'ordre de 30%, même voire 40% sur les 5 dernières années. Avec une dette qui est en croissance relativement faible, c'est le chiffre que vous avez tout en bas à droite, 6,54. Alors maintenant, si on regarde au niveau graphique, alors j'ai pas fait de droite de régression parce que Technip est coté, donc c'est le split qui est coté depuis très peu de temps, courant de l'année 2021. Donc on a globalement un range entre 9 euros et 21 euros, avec les ellipses que je vous ai mis en rouge. Donc on a tapé 2 fois le support donc au début de l'année 2022 et en juillet de l'année 2022. Et ensuite le canal haut autour des 21, donc on l'a touché autour du mois d'avril, mars-avril 2023. On évolue actuellement dans un range entre
globalement 18 et 21. Donc on voit que les 18, on les a touchés une première fois pour les franchir. Donc il y a un franchissement début de l'année 2023. On a touché donc les 21, on est revenu sur le 18, et puis actuellement on est entre les deux. Ah, donc pour moi, les zones roses correspondent à des zones de support. Donc pour moi, Technip Energies en termes d'achat, elle m'intéresserait autour des 14 euros pour viser les 21 euros. Donc une hausse de 50%. On n'y est pas du tout, hein. On est actuellement plutôt sur le haut de la fourchette, on est autour des 19 euros. Mais si elle vient à descendre, franchir en fait à la baisse la zone bleue qui est représentée autour des 18 euros, pour une direction autour des 14, bah j'achèterai. Si vraiment elle s'effondre, elle retourne autour des 9-10 euros, je renforcerai à ce moment-là en fait. On continue avec le groupe Guillain. Alors le groupe Guillain, donc total du revenu un peu moins d'1 milliard, 897 millions d'euros pour un EBITDA de 100 millions. Donc on a à peu près 12-13% d'EBITDA. Donc un ROE autour des 10%. Si on regarde au niveau des marges, donc une marge opérationnelle de l'ordre de 8%, pour une marge nette de l'ordre de 6%. Donc on a quand même une activité qui génère des faibles marges. Si on regarde au niveau donc du free cash flow qui est négatif, moins 9 millions d'euros, une dette nette de 100 millions d'euros, donc qui est tout à fait, on va dire, supportable. Et puis on a un price earning de l'ordre de 10. Bon, moi, je suis pas séduit par ce type de ratio au niveau global. Si on regarde au niveau du revenu, on a néanmoins une chose positive, c'est qu'on a un revenu qui est en croissance de l'ordre de 10% sur les 3 à 5 dernières années. Un, un bénéfice par action qui est également en croissance légèrement flat, de l'ordre de 0 enfin 1 à 3-4%. Le dividende, lui, qui est en augmentation. Donc si on regarde le payout ratio de 30%, tout à fait correct. Et puis si on regarde l'évolution de la dette, elle est quand même un petit peu en forte croissance puisqu'elle augmente de 20% sur les 5 dernières années. Voilà, donc moi, je ne serais pas investisseur sur ce groupe, notamment lié aux faibles marges quand même. C'est une société qui peut avoir des difficultés financières si le contexte économique ne lui est pas favorable. Si on regarde maintenant au niveau purement graphique, donc on voit qu'on est sur une société donc au niveau de la droite de régression avec un coefficient avec un coefficient directeur avec une pente positive, donc ça c'est plutôt bien. Une valeur théorique de 26,53, on est quasiment à ce cours-là, hein, 27,15. Des fluctuations, donc elle a connu une très forte croissance dans les années 2015-2018. Puis il y a eu une belle correction qui s'est achevée en début d'année 2020. Et puis on évolue actuellement entre moins 1 sigma et globalement la valeur théorique. Donc entre 16,5 et 26 euros. Donc si on regarde maintenant un peu plus en détail, on va retrouver donc des zones d'intervention avec les ellipses en rouge. Alors on a une zone basse autour des 12 euros, une zone haute autour des 44 euros. Donc on voit que les 12 euros, on les a touchés deux fois, en 2014-2015, puis en 2020. La zone haute, on l'a touchée donc à peu près à moitié de l'année 2017. Et puis un peu, si on regarde un peu plus récemment, sur les 2-3 dernières années, on évolue dans un range entre 12 et 27 euros. Voilà, donc moi, ma stratégie, ce serait d'attendre peut-être un retour autour des 16-17 euros. Donc je ne l'ai pas tracé, mais on voit quand même clairement un support autour des 16 euros. Et puis une vente autour des 27 euros. Donc 16 à 27, ça fait 12. Bon, on serait sur des fluctuations de l'ordre de 40% sur le cours, donc c'est ce qui me paraît assez intéressant.
Si on trouve des variations de 40%, vous voyez sur un laps de temps de l'ordre de 12 à 15 mois. Donc on achète au plus bas, on revend au plus haut. Alors maintenant, peut-être qu'elle va franchir cette zone des 28 euros. Si elle franchit cette zone, ça veut dire que elle va fluctuer potentiellement entre 28 et ses plus hauts historiques. Donc il peut y avoir bien sûr un franchissement à la hausse de cette résistance des 28 pour aller en direction des plus hauts qui étaient autour des 45 euros. On continue avec Steph. Alors le groupe Steph, 4 milliards de chiffre d'affaires, un EBITDA de à peu près 400 millions d'euros, donc à peu près 10%, un return on equity de l'ordre de 15%, donc on est sur des ratios tout à fait corrects. Une marge, par contre, une marge opérationnelle et une marge nette de profitabilité qui est relativement faible, 3 à 5%. Donc là, pour moi, c'est un petit warning quand même. Un payout ratio de l'ordre de 35%, c'est très bien. Un free cash flow qui est négatif, légèrement négatif de 3 millions. Bon, il faudrait voir l'évolution du free cash flow dans le temps, mais un taux d'endettement de l'ordre de 1 milliard qui est tout à fait soutenable également. Si on regarde au niveau du taux de croissance, donc un revenu sur les 3 à 5 dernières années qui est en croissance de l'ordre de 7%, donc ça c'est plutôt positif. Le bénéfice net par action croît plus fort que le revenu, donc ça c'est également positif, c'est-à-dire que la société est très bien gérée en termes de rentabilité. Et puis une dette, par contre, qui est également en augmentation, peut-être un petit peu trop importante par rapport à l'évolution du revenu de l'ordre de 15%. Alors, si on regarde au niveau graphique, donc c'est une belle société au niveau graphique en termes de croissance autour de sa valeur théorique qui est actuellement de 95, un cours de 107,80, donc on est légèrement au-dessus du cours théorique. On voit qu'elle fluctue pas mal autour de ce cours théorique, donc en termes de spéculation, ça peut être intéressant d'aller la chercher sur les points les plus bas, hein, c'est-à-dire entre la valeur théorique et puis le moins 1 sigma. Donc moins 1 sigma, à mon avis, ça peut être compliqué, mais si on prend une valeur médiane entre les deux, hein, c'est-à-dire entre 70 et 95, de l'ordre de, voilà, si on est autour des 80 euros, ça devrait être une zone idéale pour entrer sur le cours, et puis vendre lorsqu'on sera à peu près dans les cours actuels, c'est-à-dire entre la valeur théorique et plus 1 sigma, donc autour, on va dire, des 90 à 120, donc autour des 105-110 par exemple. Donc si on regarde au niveau graphique, on peut identifier des zones, les zones basses, donc c'est autour des 56 euros. La zone haute autour des 112 euros, donc vous pouvez voir, j'ai mis des ellipses rouges. Donc tout en bas, on a tapé en 2016 et en 2020, donc les valeurs les plus basses. Et puis sur le haut du canal, donc c'est-à-dire les valeurs 112, on l'a touché à 3 reprises, en 2018, en 2022 et également en 2023. Donc peut-être qu'on va assister à une correction de l'action. Donc moi, un point d'entrée idéal sur Steph serait plutôt un retour sur la zone des 75 euros. Dans un premier temps, un renforcement autour des 64 euros, puis 56 euros. Pour viser, si on retourne autour des 75 euros, pour viser en fait le retour au plus haut autour des 115, ce qui pourrait représenter à peu près une fluctuation de 40%. Vous voyez, si vous aviez acheté à 75 début 2021, eh bien en l'espace de 12 mois, l'action était passée de 75 à 112. Donc on voit qu'on peut avoir une variation de l'ordre de 40% sur un an. Donc ça peut être une fantastique plus-value. On aurait pu le faire également en fin d'année 2022, puisque l'action est retournée autour des 75. C'est l'ellipse verte que vous avez, plutôt l'ellipse de droite.
un petit peu avant le début de l'année 2023, on était autour des 75, pour être au début de l'année 2023 sur un retour des 112. Donc là, on pourrait faire à nouveau du 40% en l'espace de 3 mois. Donc pour moi, c'est vraiment l'action idéale sur laquelle spéculer, mais il faut vraiment bien déterminer ses points d'entrée. On continue sur Ipsos. Alors Ipsos, donc le revenu de 2,4 milliards pour un EBITDA de 400 millions, un petit peu en dessous, 382. Donc un sixième, c'est à peu près 15%. On a donc une efficacité de gestion, un ROE de l'ordre de 15%. Si on regarde les marges, donc marge brute de 12%, profitabilité nette de l'ordre de 9%, ça va, c'est correct, hein, sans être fou. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle génération de cash flow de 119 millions d'euros, un payout ratio qui est également correct, 27%, et un taux d'endettement qui est relativement faible, puisqu'on est à peu près à 200 millions. Donc on pourrait utiliser tout le cash flow pour rembourser la dette. Société tronc très saine, avec un PE à 11. Et si on regarde les taux de croissance, donc on est sur un taux de croissance de l'ordre de 5-6%. Au niveau du revenu, un petit peu meilleur sur la partie rentabilité par action, bénéfice par action, earning per share. Donc ça veut dire que dans le temps, la société a tendance à améliorer sa rentabilité, donc c'est plutôt positif. Et sa dette qui est stable, voire légèrement négative, c'est le chiffre qui est tout en bas, la totale de dette, moins 0,53%, légère baisse. Globalement, moi, c'est plutôt une action dans laquelle j'aurais envie d'investir. Si on regarde la droite de régression, on a une pente qui est positive, sans doute légèrement positive, et une belle fluctuation du cours qui peut évoluer, alors historiquement plutôt entre moins 1 et plus 1 sigma. C'est ce qu'on voit en fait entre les années 2000 et 2020. Et puis, on peut voir à peu près depuis les années 2020, on est allé de moins 2 sigma à plus que plus 2 sigma. Donc très belle fluctuation avec une très belle hausse entre 2020 et quasiment actuellement. On a eu une incroyable progression du cours. On a une valeur théorique qui est à 35 euros, un cours à 51. Donc pour moi, clairement, on est beaucoup trop cher sur l'action Ipsos. Si je devais investir, j'attendrais le retour à moins 1 sigma. Alors ça peut être illusoire, c'est-à-dire un retour à 27 euros, c'est-à-dire un cours quasiment divisé par 2 par rapport au cours actuel. Alors on voit quand même qu'on était dans un très beau canal ascendant avec un coefficient de corrélation de 0,95. On est sorti du canal début 2023 pour le réintégrer actuellement. Donc là, deux possibilités. Soit on a réintégré le canal et puis on continue la croissance. On va voir qu'on va se heurter à une résistance autour des 60 euros. Soit on va confirmer la sortie du canal, et là on aura une première, à mon avis, une première consolidation autour des 35 euros, et puis peut-être un retour en fait vers un deuxième support que j'ai identifié autour des 15 euros. Voilà, donc pour moi en fait sur Ipsos, ce serait d'attendre peut-être un retour sur les 35 euros pour en prendre un petit peu. Et puis ensuite consolider si on est en dessous des 35 euros, hein, vers un retour vers les 15 euros. Et puis attendre en fait un retour dans cette zone 35-60 euros pour alléger ou pour vendre. Voilà, c'est pas évident de déterminer un point d'entrée, parce qu'on peut être partagé entre le sentiment que la hausse va se poursuivre dans le temps. Donc là, on peut être dans un esprit FOMO et se dire je rentre maintenant parce que je pense que ça va continuer à monter. Ou soit on se dit peut-être que la hausse est terminée, puis là on va rentrer dans une phase de consolidation. C'est vraiment deux stratégies complètement différentes.
Voilà, j'ai terminé sur cette revue d'actions. Alors, ce sont donc des actions que je ne possède pas en portefeuille, que je suis susceptible d'avoir en portefeuille à titre purement spéculatif, donc c'est plutôt de l'investissement court moyen terme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à un petit peu identifier peut-être des valeurs qui pourraient vous intéresser également, soit à titre spéculatif, soit à titre d'investissement long terme. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.